La chaîne The Facts, créée par howtohunt.com, est une ressource destinée aux vrais passionnés de plein air. Elle se consacre principalement à la transmission d'informations pratiques et scientifiques sur la chasse, le pistage, l'équipement et la survie en milieu sauvage. L'animateur aborde la nature avec un esprit rationnel et expert, s'appuyant sur son expérience du terrain et sur la logique pour parcourir les régions reculées qu'il explore. Son univers est régi par les faits, le comportement animal et les cycles prévisibles de la nature. Mais cette nuit-là, tout a changé. L'animateur et ses compagnons s'étaient enfoncés profondément dans la nature sauvage. Ils campaient sans tente, ne comptant que sur la sécurité de leur camion et sur la chaleur du feu de camp. La mission était simple, passer une nuit rustique, en pleine nature. Cependant, ce qui s'est produit ensuite fut une rencontre à la fois primitive et terrifiante, défiant toute compréhension logique et tout ce sur quoi reposait la philosophie de la chaîne. Les seules preuves ? Le son. Un événement sonore si brutal qu'il a instantanément brisé leur calme et les a poussés à fuir dans la panique. La nuit s'était installée rapidement. Le groupe, rassemblé près du feu, comptait sur la protection de leur véhicule. Ils restaient vigilants, essayant de demeurer calmes, quand soudain, le silence fut brisé d'une manière définitive. Hear that? Get Trevor. Austin, get the light. Fuck. Hey! That was not an elk. Where's that coming from? Get my keys. Oh, get ready. Dude, fuck that. Fuck that. Everybody, get in my truck. Sortant des profondeurs de l'obscurité, un bruit éclata soudainement. Un énorme fracas, résonnant, sec et puissant. C'était le son distinct du bois frappant violemment le bois. Une force colossale, presque surnaturelle. L'explication rationnelle d'un animal fut aussitôt écartée. Le bruit était bien trop fort, trop lourd, trop délibéré. C'était un acte percussif, intentionnel, accompli par quelque chose doté d'une immense puissance. Et la panique fut instantanée. Les réflexes de survie prirent le dessus. Balayant toute forme de sang-froid, l'animateur ordonna immédiatement à ses compagnons d'abandonner le camp et de fuir. L'urgence dans sa voix ne laissait aucun doute. Il ne s'agissait pas d'un bruit à analyser ou à vérifier. C'était une menace pure et directe, exigeant une retraite immédiate. Le seul bruit qui suivit fut celui du groupe se précipitant vers le véhicule, puis un silence tendu, presque irréel. Pendant un bref instant, il n'y eut rien d'autre que ce silence suffocant. Mais soudain, le crash est revenu. Un autre coup violent résonna dans la forêt, plus proche cette fois, chargé d'intentions hostiles. C'était un avertissement clair ou peut-être un défi, leur ordonnant de partir. L'hôte, visiblement ébranlé, réitéra son ordre de fuir, la voix tremblante de peur. L'urgence était telle qu'il a encore crié. L'incident n'a pas duré longtemps. La pure terreur provoquée par ces frappes puissantes, intelligentes et presque inhumaines se répercutant à travers la forêt, a poussé le groupe à abandonner le camping et à s'enfuir, laissant derrière lui toute logique, toute explication rationnelle, engloutie par l'obscurité. Les couloirs en ruine des asiles abandonnés renferment d'innombrables histoires de souffrance et de désespoir. Mais que se cache-t-il vraiment dans l'ombre, une fois les derniers patients partis ? Ce soir, nous examinons une séquence glaçante qui semble montrer le moment où un groupe d'explorateurs urbains se retrouve face à face avec un vestige d'un passé obscur. Ces images pourraient bien vous faire réfléchir à 2 fois avant de remettre les pieds dans un lieu aussi hanté. Nous commençons avec un extrait présenté comme provenant d'un film intitulé « Grave Encounters 3 », bien que ses véritables origines restent sujettes à débat.
La vidéo suit un trio d'explorateurs alors qu'ils s'aventurent dans les couloirs étroits d'un réseau de tunnels situé sous un vieil asile abandonné. Armés d'une caméra, ils s'enfoncent toujours plus profondément dans l'obscurité, sans se douter de ce qui les attend. Le groupe avance prudemment à travers le tunnel, les faisceaux de leurs lampes découpant les ténèbres oppressantes. L'atmosphère est tendue tandis qu'ils documentent leur exploration, mais tout bascule en un instant. Soudain, la personne qui filme se retourne pour découvrir que l'un des trois, un homme nommé Matt, a mystérieusement disparu. Matt? Oh, I told you he's sick, he needed to take a breather. Matt? Following us? I saw behind me 5 seconds ago when he was there. You need to stop playing around, man. Matt! Oh, he's freaking us out. Just go, take the right hand turn. Ils appellent son nom et font demi-tour pour le chercher, mais Matt reste introuvable. C'est dans ce moment de confusion et de panique grandissante que la caméra enregistre quelque chose de véritablement troublant. Une silhouette étrange, sinistrement vêtue d'une vieille chemise d'hôpital. La personne ayant mis la vidéo en ligne avance l'hypothèse qu'il pourrait s'agir de l'esprit tourmenté d'un ancien patient, à jamais prisonnier des lieux de l'asile. La manière dont cette figure se tient, immobile dans l'obscurité, suffit à glacer le sang de n'importe qui. Cependant, le mystère entourant cet extrait ne fait que s'épaissir, car son origine reste très controversée. Certains affirment qu'il a été filmé au Canada, tandis que d'autres soutiennent qu'il provient du tristement célèbre asile d'Anoka, dans le Minnesota, laissant les spectateurs se demander quelle est la véritable histoire derrière cette terrifiante rencontre. Ce qui est arrivé à Matt demeure un mystère. S'est-il simplement égaré dans les tunnels labyrinthiques, ou bien est-il devenu la victime du spectre du patient apparu quelques instants plus tard? Faute de sources vérifiables pour cette vidéo, le destin des explorateurs reste une énigme angoissante. Cette histoire agit comme un sombre rappel. Lorsque l'on s'aventure dans des lieux marqués par la tragédie, on n'est peut-être pas aussi seul qu'on le croit. Et ce que l'on y trouve pourrait bien ne pas vouloir nous laisser repartir. Le 23 novembre 2020, le youtubeur brésilien Lucas Oit a publié cette vidéo. Cette exploration commence comme n'importe quelle autre vidéo d'Urbex, détendue et pleine d'humour. Mais à la fin, elle est tout sauf ordinaire. Ce qui devait être une simple aventure dans un restaurant abandonné, selon la rumeur, se transforme rapidement en l'une des découvertes les plus choquantes jamais filmées par la chaîne. E aí, Fi, como é que vocês estão, mano? Tudo beleza com vocês? Mano, o vídeo de hoje eu vou estar indo em busca de um lugar que eu já queria ter muito tempo já encontrado esse lugar, porém eu nunca encontrava porque eu não sabia a localização exata. Mas hoje eu recebi uma grande pista, uma mega pista sobre onde supostamente fica esse lugar e tudo leva a crer que realmente é ele, mas se não for, aí vai ser pernado perdido, mas eu vou estar saindo de casa daqui a pouco em busca desse lugar. E o que eu posso adiantar é que é um restaurante antigo. Que, meu amigo, pela foto o lugar é muito, muito, muito incrível mesmo. Assim, é um lugar antigo, porém eu não sei datas de construção. E também eu não sei o nome do lugar ainda. E também eu não sei quantos anos de abandono e nem quantos anos esse lugar tem. Mas é isso, então vou deixar de enrolação, vou deixar de ficar falando, vou partir, chama meu primo e a gente vai pegar rumo esse lugar. Agora vai queimar asfalto pra caramba, porque é longe, mano, é longe. Então já vai apoiando nós aí nessa mega aventura e vamos partir então. Lucas explique à ses spectateurs qu'il a enfin retrouvé un endroit qu'il cherchait depuis longtemps. C'est un bâtiment oublié, perdu au milieu de nulle part, ce qu'il pense être un ancien restaurant. Il n'en connaît ni le nom, ni l'histoire, ni même depuis combien de temps il est abandonné. Tout ce qu'il a, c'est une indication sur son emplacement, et une forte curiosité que quelque chose d'inquiétant s'y cache. Il appelle alors son cousin Drom Vitor, et ensemble, ils partent explorer. À première vue, la structure ne semble pas si étrange que ça, mais plus ils avancent, plus les choses se gâtent.
Mas, mano, olha que lugar louco esse restaurante aqui, velho. Restaurante antigão. Olha isso. Esse é o restaurante, ó. Tomara que dê pra gente entrar, velho. Caraca, eu acho que aqui, ó, ainda é brejeiro, ó. Pô, será que tem como atravessar a passarela? Não tem, né? Ó, lá tem mais coisa pra lá, ó. Tem. Olha lá, ela vai pra lá, ela sobe. Vamos lá ver? Mas esse bagulho cai. Acho que não cai, não. Acho que cai, não cai. Vamos ali. A gente vai, se vê que tá meio assim, nós nem sobe. Isso aqui, maluco. Eu só tô com medo das bikes, hein? Doidão. Como é que desce ali, ó? Aqui, ó, tudo quebrado, queimado, ó. Ah, nós vai ter que descer aqui, ó, pra ir lá. Caraca, velho. Cuidado cair, hein, filho. Tô filmando você. Se você cair, é vídeo cacetada. Vai ficar paraplégico. É, que é brejeiro mesmo. É brejo, né? Mas dá pra tentar atravessar ali no mato. Mas olha lá o final, ó. Ah, o Luca. O quê? Ali sai no muro atrás do outro restaurante. É mesmo? Les passerellas, de longs passages en béton qui reliaient autrefois différentes parties du bâtiment, mais s'effritent. Certaines zones sont inondées. Ils tentent d'avancer prudemment sur ce sol instable, tout en filmant chaque instant. Et pendant un moment, tout se passe bien, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Ils finissent par trouver l'entrée. À l'intérieur, l'endroit est en décomposition. Des meubles brisés, des carreaux éclatés, une bouteille de Coca-Cola oubliée d'une autre époque. Le silence règne. Un silence inconfortable, presque oppressant. Ils avancent avec précaution. Désormais plus prudents, Lucon ne cesse de mentionner la présence possible de serpents. Ils éclairent le sol à chaque pas. Mais rien ne pouvait les préparer à ce qui allait suivre. Tô com medo de cobra aqui, ó. É louco, eu tô com medo de cobra. Vou cair na água, mano. Não vai não, dá um pulão e vem. Aí. Nossa, eu bati o pé na água. Eu também bati. Nossa, olha que essa árvore. Deixa eu ver aqui com isso aqui. Deixa eu pegar o holofote. Meu Deus. Cuidado aí, mano. Olha aqui. Nossa, aqui meu pé aqui. Brilhando. Tá. Nossa, machucou. Tá, pera aí. Deixa eu pegar. Eu não tô aqui na minha cara, não. Juntou. Olha que conta, olha. Mano, só vai voltar, vai ser aventura, tiozão. Pra voltar vai ser mais fácil. Nossa, o que já você de água aqui? Mano, conseguimos entrar no bagulho. Ih, graças a Deus, João Vitor. Boa, menor. O que tem aqui? Tem esses de... Usuários. Nossa, Luca, olha que bagulho. Eu não consigo ver, mano. O que é aqui? Caraca, cuidado do chão aí, João. O que tem aí? Nossa, isso aqui. Essa rachadura. Mano, olha essas paredes, velho. Essas escadas aqui. Vamos ver o que tem mais pra lá. Alors qu'ils avancent vers l'arrière du bâtiment, passant devant une chambre avec une petite salle de bain, ils commencent à remarquer des signes de présence récente. Des vêtements, une bâche, des objets personnels. L'endroit ne ressemble plus à un simple restaurant abandonné. On a l'impression que quelqu'un pourrait encore y vivre. Ils arrivent ensuite devant une porte. Lucas en dit doucement « Licença », demandant la permission d'entrer. Une habitude fréquente au Brésil lorsqu'on pénètre dans un lieu qui pourrait ne pas être totalement inoccupé. Puis il le voit, allongé, immobile, sur un lit au fond de la pièce. Un corps. Au début, ils pensent qu'il s'agit d'un mannequin. Mais ce n'en est pas un. C'est une vraie personne, décédée, partiellement décomposée, et étrangement restée là, en place. Entra de uma vez pra ver. Pede licença. Licença. Eita, tô rolando aqui, João. Vamos, tô rolando aqui. Ô, Luca, pode ter caseira aí. Ô, tá cheio de roupa. Entra de uma vez pra ver. Pede licença. Licença.
Não, mano. Tem um corpo. Nossa, velho. Ai, meu coração, mano. O que tem ali? Ai, mano, meu coração, velho, tá batendo muito forte. Sai daqui. Ai, mano. Eu vou sair daqui. Não, olha ali, mano. O que tem ali? Olha ali, velho. Mano, olha aquilo, mano. É mentira. Ô, João, olha aquilo lá, velho. É mentira. Ô, João, olha aquilo lá, velho. Ah, mentira. Ils ne retournent pas enquêter. Ils ne touchent à rien. Ils prennent leur matériel et s'élancent dehors. La caméra tremble alors qu'ils courent. Dehors, Luke Cohn fait les 100 pas, essayant de reprendre contenance. Il dit qu'il doit appeler la police, mais il ne sait même pas quoi dire. La vidéo se termine sur eux, encore sous le choc, regardant le bâtiment à distance. Et le fait est que on n'obtient jamais vraiment de réponse. Qui était cet homme? Pourquoi était-il là? Y a-t-il eu crime? Personne ne le sait. Mais la réaction brute et non filtrée de ces deux jeunes explorateurs, tombant sur quelque chose de très réel, a suffi à transformer un simple vlog en un mystère viral. Chrome, le créateur de la célèbre chaîne Van City Van Life, s'est bâti une immense communauté grâce à sa vision sincère et honnête de la vie à plein temps dans un van. Des rues urbaines aux forêts reculées du Canada, ses vlogs quotidiens sont à la fois un carnet de voyage et une histoire de survie. Toujours brute, toujours authentique. Mais dans cet épisode en particulier, Chrome va vivre une expérience inattendue qui laissera ses spectateurs avec bien plus de questions que de réponses. L'histoire commence comme la plupart de ses vidéos. Chrome s'installe dans un endroit isolé, en pleine nature. Il parle du van life qui, autrefois rempli de découvertes étincelantes, commence à lui sembler monotone. C'est l'une de ses vidéos les plus introspectives, abordant l'usure du voyage au long cours et l'épuisement émotionnel qui s'installe quand ce mode de vie devient répétitif. I made a lot of changes over the last 10 years of my life. Like, I hung up my DJ headphones after a 23-year nightclub career seeking the next big shiny thing. Then I quit my day job and moved into my van thinking that's the next big shiny thing. And then I learned how to video edit thinking that was going to be the next big shiny thing. And then I started a YouTube channel and then it was the next big shiny thing. I've chased big shiny things my whole life. And now here I am, living in that big shiny dream of mine, and it's not so shiny anymore. That there's parts of this that just aren't as interesting as they were when I first started. I remember the first time making food in a Walmart parking lot. I thought that was the coolest thing ever. The first time I made food in the backcountry on my outside cooktop, I thought that was epic. Throughout these last few years, we actually had a panic attack for the first time, which Watching some Gordon Ramsay. they're babies. They need their dad. La journée se déroule. C'est calme, paisible, presque trop paisible. Rien de particulier ne se passe, jusqu'au coucher du soleil. Allongé dans son lit, Chrome commence à entendre un bruit étrange. Au début, ce n'est qu'une curiosité. Il en parle avec légèreté, essayant d'en trouver la cause. Mais le son revient. Cette fois, plus fort, plus net et plus proche. Il se redresse, perplexe. Dehors, quelque chose se déplace dans le ciel. Ce n'est pas un avion, mais un bruit de plongée. Comme si quelque chose tranchait l'air avec une précision inquiétante. What is that noise? You hear that? What the hell is that? Seriously, what the hell is that? It's moving, whatever it is. What the hell is that?
Il attrape sa caméra, sort du van et scrute le ciel. C'est alors qu'il les voit. Des oiseaux. Oui, mais pas n'importe lesquels. Ils sont grands, rapides et se déplacent en rafales parfaitement coordonnées. Il les observe plonger soudainement vers le sol de la forêt, émettant à chaque descente un cri étrange. Un son métallique, irréel, presque spectral. On l'entend clairement sur la caméra. Au début, il se demande s'il s'agit de chauves-souris. Mais lorsque les formes passent au-dessus de lui, il distingue leurs ailes. Ce sont une sorte de grands rapaces, peut-être des faucons ou des buses. Il n'en est pas certain. À la lumière du crépuscule, ils sont à peine visibles. Mais le bruit qu'ils produisent ne ressemble à rien de ce qu'il a déjà entendu dans la nature. Alright, I just seen the birds that are making that noise. Maybe we can catch them on camera. First I thought they might have been bats, but no, they're actually like a bigger bird. There's one right there. Let's see if we can get one close to us here. See the speck there? It's one of the birds that are making all that noise. It's a decent sized bird. Yeah, and then when they dive bomb, I'm guessing to eat insects is when they make that noise. Yeah, you guys probably can't see that on camera. Il expliquera plus tard que le son est probablement causé par la pression de l'air générée par les plongeons des oiseaux, un phénomène naturel. Mais cela ne le rend pas moins glaçant, surtout lorsqu'on est seul, allongé dans un van, entouré par la forêt, et que le silence au-dessus du toit se brise soudainement par un cri aigu venu du ciel. Pour certains spectateurs, ce n'était que la nature faisant ce qu'elle fait, mais pour d'autres, le schéma était trop étrange, le son trop précis et les oiseaux trop coordonnés. Quelques-uns dans les commentaires ont suggéré qu'il pouvait s'agir de drones. D'autres ont évoqué les vieilles légendes urbaines des trompettes du ciel, ces sons mécaniques inexpliqués signalés un peu partout dans le monde. Le lendemain matin, il essaie de relativiser. Mais ce moment, allongé dans son lit à écouter ce bruit, reste gravé dans sa mémoire. Comme toujours, dites-moi ce que vous pensez de cette étrange rencontre. Voici Dan, le créateur de la chaîne britannique audacieuse d'investigation paranormale Exploring with Fighters. Aux côtés de son ami et collègue enquêteur Carl, il s'aventure dans les lieux les plus hantés du pays, cherchant à documenter l'inexplicable. Armé de caméras et de matériel de chasse aux fantômes, ils se placent en première ligne du surnaturel, capturant des preuves qui laissent souvent les spectateurs sans souffle. Mais lors d'une enquête de 2 nuits dans l'infâme forêt de Rendlesham, ils allaient rencontrer quelque chose de si dérangeant que leur courage serait mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Lors de la 2e nuit de leur investigation, le duo décida de camper dans une section différente et plus isolée de la forêt. Cette zone n'était pas seulement plus proche de l'ancienne base de la RAF, site d'un incident ovni historique, mais elle était également réputée pour être le territoire du Choc, un chien démoniaque censé rôder dans les bois. This is night 2. We've been in the area for a while. We were going to go and do something else, but I thought, you know what, with the amount of legends and stories of this place, including the Shook. Now, the Shook is like a demon dog hellhound that also roams the lands here. Alors qu'ils se dirigeaient vers leur emplacement, ils évoquaient l'histoire troublante de la forêt, où des soldats avaient autrefois poursuivi d'étranges lumières à travers ces mêmes arbres, instaurant ainsi une atmosphère inquiétante pour la nuit à venir. Please bear in mind that this is where we are, and I want to point this out, that gate down at the bottom there is where the original soldiers and the colonel saw the ball of light down here. They followed it down this road, straight across the road into the forest area, and to be honest, we walked that yesterday to where the UFO landed, and they built the monument there. It is a trek. So the East Gate. Yeah, look, so Eastgate, unusual lights were seen by United States Air Force patrolmen from this direction, so literally just over there. Yeah. And then caution forest road across it, so it goes to 2. So they followed it all the way through
This is where we followed it through from back here and came up this way. Yeah. This is such a big thing. I mean, look at Stay. Even here, normally, you know, they dull down stuff like this, but there's signs everywhere telling you this is how documented it is, so I'm surprised the first time we're doing it. So look, it actually says Christmas 1980 was the time of the UFO sightings during a period of extreme military and political sensitivity owing to the Cold War. So yeah, it was actually Cold War related. I'm Après avoir installé leur tente, ils se reposèrent brièvement, attendant que la nuit s'installe complètement. À l'approche de minuit, ils commencèrent leur investigation, mais la forêt ne tarda pas à faire sentir sa présence. Le silence fut soudainement brisé par le cri d'une voix profonde, résonnant quelque part dans l'obscurité. Someone was just shouting in the forest. What the fuck was that? I don't fucking know. Somebody's in this forest. Do you know what it sounds like? It's like a really deep man's voice, but like stranger. Like, I've never heard anything like that before, bro. This is what I hear. Oh my god. Dude, it's like a fucking dog. I mean, I'd be happy in leaving, to be honest. Bro, who's going to be walking the dogs? 12 at night. In the den, you know what I mean? In the thick of this. It's not normal, that. Like, don't forget, we've had to go off the beaten path to get to this section right here. Ils restèrent mais figés, écoutant attentivement, mais aucune lumière, aucun signe de présence humaine à proximité. Le choc initial se transforma en une angoisse profonde à mesure que les sons devenaient de plus en plus étranges. Un chien aboyant, suivi de voix désincarnées semblant résonner à travers les arbres autour d'eux. La situation dégénéra rapidement en une attaque implacable contre leurs sens. Un flash de lumière soudain et inexplicable perça l'obscurité, suivi de la vision inquiétante d'une ombre se mouvant dans les branches d'un arbre au-dessus d'eux. I saw a flashlight over there. What you seen here? I swear to God, I just saw a shadow up the tree. Shadow up the tree? Yeah. What do you mean, man? I don't fucking know. I just saw a shadow up the tree. And we were all still. La combinaison de l'épuisement extrême et du déluge d'activités paranormales commença à peser lourdement sur leur équilibre psychologique. Ils commencèrent à voir des lumières fugitives et à entendre des sons lointains, les obligeant à se demander si leur propre esprit ne se retournait pas contre eux. La sensation d'être observés devint insupportable et ils comprirent qu'ils devaient faire un choix. Craignant d'être attirés ou manipulés par quelque chose de profondément malveillant, ils prirent la difficile décision d'abandonner le campement. La peur était palpable alors qu'ils emballaient précipitamment leur équipement, chaque craquement de branches résonnant comme des pas se rapprochant. La longue marche de retour vers la voiture fut une épreuve tendue. Une retraite à travers une forêt qui semblait désormais vivante et hostile. Même après avoir atteint la sécurité de leur véhicule, l'étrangeté persistait. Les indicateurs d'angle mort de la voiture clignotaient de manière erratique, signalant une présence derrière eux alors qu'il n'y avait rien. Bien qu'ils aient échappé indemnes physiquement, l'expérience laissa une marque permanente. Était-ce une farce élaborée, ou avaient-ils réellement rencontré le légendaire Chuck? Les voix pouvaient-elles appartenir à un mimique, une entité prédatrice les attirant plus profondément dans les bois? Le nombre d'événements inexpliqués suggère qu'une force bien plus complexe était à l'œuvre. Les entités surnaturelles sont une pensée terrifiante, mais la peur d'une personne inconnue aux intentions hostiles est souvent bien plus immédiate. Avec sagesse, Dan et Carl firent confiance à leurs instincts et choisirent la sécurité plutôt que la preuve, comprenant que certains mystères sont mieux laissés inexpliqués. Une chose est certaine, quiconque hante la forêt de Rendlesham n'apprécie pas les visiteurs, et elle reste l'un des lieux les plus menaçants du Royaume-Uni. Voici Bear, le créateur de la chaîne YouTube Exploring with Bear. À travers ses vidéos, il emmène les spectateurs au cœur de la nature sauvage, documentant ses rencontres brutes et souvent effrayantes avec l'inconnu. Des créatures étranges aux phénomènes inexpliqués, ces explorations capturent l'horreur réelle de la vie sauvage.
Bien qu'il affronte généralement l'obscurité avec sa partenaire, Tiff, la peur intense de leur dernière aventure a été trop forte, la poussant à se retirer définitivement. Aujourd'hui, Bear retourne dans la forêt la plus menaçante qu'il ait jamais connue, complètement seul. Welcome back to another camping adventure. If you're new to the channel, I'm Jared Bear. I have brought you guys back to the forest where psychopaths attack and Bigfoot presence is heavy. Now there's people out in the woods here sometimes. My tent has been attacked. There's been a cinder block thrown on the tent. I wasn't in it, thankfully. You guys have seen multiple eyes shine all around. You've spotted Bigfoot. You've spotted Dogman. Tiff is no longer going to come out on adventures with me. She just doesn't. It's too scary for her. And after the last one, she just said she's done. So I am out here by myself tonight, which is going to make it 100 times more scarier for me. And I hope maybe even a little scarier for you guys at home. So without further ado, if you like this kind of content, make sure to smash that like, hit that subscribe, join the family, and let's get it. Lors de ce voyage, il est retourné dans une forêt réputée, autant pour ses observations de créatures mystérieuses que pour les menaces humaines. Il explique que cet endroit a déjà été le théâtre d'attaques contre son camp et de nombreuses apparitions d'yeux brillants dans l'obscurité. Avec sa partenaire Tiff ne l'accompagnant plus à cause de la peur écrasante, Bear savait que cette aventure en solo amplifierait le danger, faisant de lui une cible solitaire dans un lieu ayant déjà prouvé son hostilité. Okay, so first let's go down and check the lake bed. See if we can't see any tracks. The offering tree's just right down here. Offering tree. So last time I left a peanut butter treat. Because you guys were commenting on how that's one of... Il a commencé son exploration en plein jour, se dirigeant vers le lit d'un lac pour chercher d'éventuelles traces inhabituelles. Après avoir vérifié un endroit connu sous le nom de l'arbre des offrandes, où il avait auparavant laissé une friandise au beurre de cacahuète, supposé être le mets préféré du Bigfoot, il constata que rien n'avait été touché. Mais Bear avait un plan différent pour cette nuit, quelque chose de beaucoup plus puissant, dont il était sûr qu'il attirerait ce qui rôdait à proximité. Alors que le crépuscule commençait à tomber, Bear préparait son attraction principale, un gros steak qu'il comptait cuire sur le feu de camp. Alright, so it's time to get back to camp. We'll get our fire going because I really want to get this dinner started because I know the aroma is definitely going to chum in some stuff. Yeah, so what I'm going to be cooking up is going to be way better than whatever we could have put on the offering tree. Il était convaincu que l'arôme puissant agirait comme un signal, attirant toute créature dans les environs, que ce soit le Bigfoot, le Dogman ou autre chose totalement inconnue. Il appâtait intentionnellement la forêt, et à mesure que l'obscurité tombait, il allait bientôt découvrir que son invitation avait été acceptée. Au moment où le steak toucha le feu, l'atmosphère changea. What was that? I swear I just seen something moving down there. Oh man, this place gets so creepy at night, man. I'm getting nervous. But it did look like I seen something move, because the light behind it. Bear aperçut immédiatement un mouvement à la lisière de son camp, une silhouette fugace contre la lumière faible du lac. Une voix sans corps sembla résonner depuis les arbres. La forêt prenait vie. Someone's just walking over there. Oh, hold on. Shh. What is it? Where's that coming from? There's a bang, but it sounded like something walking so close. I think I see an X back there. An X. Look at that X. Crap, freaking smoke, man. I'm hearing stuff now.
all around. There was just something over there. But look, an X, and I heard something walking right there. Puis il l'entendit. Des pas étonnamment proches, suivis d'un fort fracas plus profondément dans les bois. Ses yeux aperçurent une étrange formation en X dans les arbres, un symbole souvent associé au Bigfoot, tandis que d'autres bruits commençaient à éclater tout autour de lui. Une pierre aiguë tinta à proximité, un son que beaucoup pensent être une forme de communication utilisée par le Sasquatch. Oh! That was a rock clank. Person or a Bigfoot just smacked something right over there. Oh, something's moving right there. Stinking train. I don't know. Oh, now there's movement. What was that? Oh my goodness, every hair on my body's standing straight up right now. Where's the flashlight? Oh my goodness, I got the chilly willies, man. Le mouvement suivit immédiatement. La sensation d'être observé s'intensifia jusqu'à ce que chaque poil de son corps se hérisse. Il n'était plus seulement un observateur, il était surveillé, et la présence invisible se rapprochait. La situation prit une tournure dramatique lorsqu'un hurlement glaçant déchira la nuit, venant des profondeurs de la forêt. Oh, I see eyes. There's eyes. Where'd they go? There was a howl. Just a minute ago. I didn't say nothing at first. My hair's standing straight up, man. Sa lampe torche capta alors ce qu'il redoutait le plus. Des yeux brillants, reflétant la lumière depuis l'obscurité. Quelques instants plus tard, un hurlement glaçant résonna parmi les arbres, confirmant qu'il n'était pas seul. Puis survint le moment le plus terrifiant de la nuit, un instant qui dépassait les sons animaux pour toucher quelque chose d'étrangement intelligent. There's just some kind of growl too or something out there. That was my whistle. Bear utilise souvent un sifflement distinctif, propre à lui, et depuis l'obscurité, il l'entendit, son propre sifflement, imité parfaitement. Ce n'était ni un hurlement, ni un cri aléatoire. C'était une imitation directe, calculée. Quelle que soit la chose tapie là dehors, elle savait qu'il était là, écoutait ses sons précis, et était suffisamment intelligente pour les reproduire. La terreur psychologique d'être imité le paralysa, son corps se crispant sous l'effet d'une peur absolue. Bear décida de ne pas provoquer davantage cette entité. Il passa les heures suivantes dans sa tente, dans un silence complet, attendant les premiers signes de l'aube. L'impact psychologique de cette imitation et la sensation d'être entouré furent immenses. Dès qu'il sentit que la situation le permettait, il sut qu'il devait plier bagages et fuir aussi vite que possible, abandonnant un campement devenu le théâtre d'une expérience terrifiante. La forêt avait répondu à sa présence, et sa réponse était un signe clair, glacial, jusqu'aux os. Explorer une forêt au passé sombre est déjà troublant, mais y camper pour la nuit est une véritable épreuve de courage. Que se passe-t-il lorsque les murmures du passé deviennent terriblement réels ?